Bonjour à tous, je suis Louisa Fares-Grim, je suis responsable du marketing et de la communication chez Evenium et j'accueille aujourd'hui comme première intervenante Ivana Barbanti de Lima Corporate. Bonjour Ivana, Bonjour, merci de nous merci rejoindre pour aujourd'hui, l'invitation. c'est un plaisir. Alors, avant la pandémie et ses restrictions, vous organisiez de nombreux événements qui rassemblaient un public international. Comment s'est amorcée puis organisée votre transition vers le 100% virtuel? Si vous le permettez, je voudrais donner à notre auditoire quelques rapides points de repère. Bien sûr. Lima Corporate, la société pour laquelle je travaille, est un laboratoire orthopédique qui fabrique et diffuse auprès des professionnels de santé des implants orthopédiques, à savoir principalement des épaules, des hanches et des genoux. L'entreprise est présente dans plus de 42 pays au travers de filiales et distributeurs. Son siège est basé à San Daniele del Friuli, dans le nord-est de l'Italie, et ses usines de production se trouvent en Italie et à New York. Le public des apprenants, outre les commerciaux naturellement, est donc constitué des chirurgiens des secteurs publics et privés. Chirurgiens qui, pour une large part, ont été soit réquisitionnés de gré ou de force afin d'aider leurs collègues médecins dans la lutte contre la COVID, soit renvoyés chez eux faute de blocs opératoires disponibles. L'impact du COVID sur l'activité a donc été non seulement massif en termes d'impact, mais également aussi rapide que soudain. Les événements organisés avant la pandémie avaient donc principalement pour objectif de doter les participants des bases solides concernant les approches chirurgicales et les caractéristiques des implants, mais aussi et surtout de permettre aux apprenants, chirurgiens principalement, de pratiquer. La chirurgie ne s'apprend pas par YouTube, et malgré les nombreuses innovations, cela ne changera pas de sitôt. Pour répondre à votre question, l'amorce de la transition vers le 100% virtuel s'est opérée de manière soudaine et, pour être honnête, peu anticipée. Après tout, personne ne savait combien de temps l'épisode durerait. Par défaut, tous les événements ont été annulés du jour au lendemain dans l'attente des jours meilleurs, avant que les jours ne deviennent pas des semaines, puis bientôt des mois. Il est donc devenu rapidement évident qu'il nous fallait nous réinventer et considérer des conditions imposées par la pandémie comme une opportunité pour faire les choses différemment. L'amorce a consisté à offrir des contenus digitaux sur les plateformes existantes. Des vidéos ont donc été élaborées avec nos principaux chirurgiens formateurs et différents formats ont été testés, depuis l'événement live sur Teams jusqu'à des vidéos préenregistrées mises à disposition sur le site internet de la société de Lima Corporate. Et puis, dans un deuxième temps, quand il est devenu évident que la situation durera au-delà du raisonnable, les équipes ont imaginé des formats virtuels et impliquant une pédagogie nouvelle, des outils nouveaux tels que la plateforme Divinium, naturellement, et des formats inédits. Quelles difficultés vous avez rencontrées quand vous avez dû mettre en place justement ces nouveaux fonctionnements dans un contexte en plus où voilà, vous travaillez avec des médecins, c'est pas non plus idéal de devoir transmettre l'information via des webinaires. Oui, les difficultés, au moins pour ce qui concerne la phase de transition, ont été de plusieurs ordres. Pratique d'abord. Les événements étaient présentiels, facilement, grandement la tâche lorsque l'on s'adresse à un auditoire mondial. Organiser en distanciel un événement avec des orateurs américains, italiens ou de la Nouvelle-Zélande implique de jouer aussi avec le décalage horaire et de faire réduire considérablement le public visé. Les horaires n'étant plus compatibles avec la disponibilité du plus grand nombre.
Il a donc fallu changer la lentille et proposer des événements plus locaux. Ensuite, technique. Les plateformes telles que Zoom ou Teams n'offrent que peu de statistiques et de enregistrements sur les participants. Les événements étant certes très bien suivis, mais le ciblage est parfois souffert d'approximation. Imposer une prescription rendait les processus trop lourds. Ouvrir complètement la participation était impossible compte tenu des sujets couverts parce que la promotion des produits de santé est interdite. Et then, pédagogique. Priver de la possibilité d'offrir des sessions pratiques, si n'est au travers des démonstrations filmées, les contenus sont des faits devenus bien plus théoriques. Un effort particulier est donc été fait d'après des interventions afin d'apporter du rythme aux présentations et éviter les déconnexions. D'autre part, l'attention disponible en virtuel s'avère très bien moins longue qu'en présentiel. Des sessions de 4 heures en ligne sont vraiment difficiles à mettre en œuvre et les formats ont donc dû être adaptés à ce nouveau mode de consommation de savoir. Et enfin, participative. L'interaction permise par le fait que d'orateurs et participants se trouvent dans un endroit unique n'est pas plus possible en ligne. Ouvrir le micro de tout le monde est impossible. Présenter et modérer une chat également. Il a donc fallu, sur ce point, travailler les votes en ligne, les sondages, initier la participation par chat, le tout avec les succès mitigés. Vous avez déjà en grande partie répondu à ma question suivante qui était justement comment vous êtes-vous adapté à ces nouvelles contraintes posées à la fois par le format virtuel mais aussi le contexte de l'attitude ambiante, hein, comme le mentionnait Avner. C'est vrai que de notre enquête était revenu surtout le désengagement, le désintérêt du public pour le format virtuel. C'est vrai que l'IMA s'était très bien adapté avec notamment les formats courts, les pauses, c'est ça, vous avez fait des pauses plus fréquemment, il me semble. Vous aviez mis en place des process plus adaptés au contexte. Et ça rejoint ma dernière question qui est que, avec l'engagement qui est plus que jamais au cœur des préoccupations avec ces formats virtuels et maintenant hybrides, quelles stratégies et outils avez-vous mis en place pour maintenir à la fois l'attention des participants et remplir vos objectifs? Garder l'attention d'un public volatile est un pari. Nous avons, au cours des 18 derniers mois, mis en place différents outils pour rapprocher les gens malgré la distance et les écrans. Ainsi, nous pouvons désormais être présents au bloc opératoire, aux côtés d'un chirurgien, quelle que soit sa localisation dans le monde. L'interaction est également possible par la voix, mais aussi les gestes et le dessin. Pour les événements rassemblant plus de monde, l'attention est favorisée par le rythme des présentations, entrecoupé des votes et des sondages. Les votes, par exemple, avant une présentation, puis après la même présentation pour savoir si les opinions ont changé et un bon moyen de garder les auditeurs captifs. Et vous avez touché là, à mon avis, au principal challenge des années à venir. Le virtuel s'est imposé à tous, en devenant un moyen d'accéder au savoir depuis son salon. Néanmoins, il ne remplacera pas, ou pas complètement, les événements en présentiel. À l'ouverture des frontières, juste pour vous donner un exemple, nous avons rencontré un appétit d'être ensemble, physiquement réunis, absolument inédit, au point d'afficher des événements complets avant même d'avoir finalisé les contenus. L'avenir est donc très certainement à des formats hybrides, faits des modules en présentiel et d'autres à distance, voire même à des modules en présentiel diffusés en direct afin que ceux qui n'auront pas pu faire le déplacement puissent tout de même en être. Mais les attendants sont différents, les attentes sont différentes et naturellement aussi les formats pédagogiques.
Oui. C'est vrai que le format hybride vous permet de garder cette notion de chirurgie en direct, tout en continuant à se rencontrer les gens, qui est une grosse tendance, globale de toutes les manières, en ce Oui, moment. Bah, je vous remercie Ivana, c'était, vraiment, très instructif. Merci d'être, présente, merci de nous parler de vos événements. Ça va me permettre d'embrayer avant qu'on passe au sujet suivant sur, merci à tout le un monde. sondage que va vous lancer Marc. Donc, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Et pour les personnes qui sont présentes dans le chat, vous pouvez répondre à notre premier sondage. Quel type d'événement avez-vous organisé en 2022? Donc, des événements virtuels, des webinaires, événements hybrides ou des événements présentiels. C'est du choix multiple. Ça va vous permettre voilà, de voir si, comme Lima, vous partez plutôt sur des événements de type hybride. Est-ce que vous êtes resté encore dans le virtuel ou est-ce que vous avez totalement abandonné le virtuel déjà pour passer en présentiel? Voilà. Donc on voit qu'on a une tendance quand même, comme disait Ivana, à l'hybride, je pense, qui se dessine encore cette année. Bon, on va laisser le sondage à l'écran et je vais vous libérer, Ivana, avant qu'on termine le sondage et qu'on passe du coup à l'intervention suivante avec Pascal Maes. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et Merci à vous je vous pour souhaite une l'invitation excellente encore. fin de journée. Au revoir. Au revoir.